population de Cotonou. Elle est là. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous nous recevez sur la 94.3 Radio Cotonou. C'est l'heure de la dominicale de vérité et franc-parler. La crainte de contredire les puissants par peur des représailles est palpable partout dans le monde. Cette phrase ne vient pas de moi. C'est placardé à la page 12 du rapport 2025-2026 sur la situation des droits humains dans le monde. Un rapport édité et rendu public chaque année par Amnesty International. Une institution qui ne cesse de professer son impartialité. Elle rassure la communauté de ne prendre position sur des questions de souveraineté, les conflits territoriaux ou les instruments politiques ou juridiques internationaux susceptibles d'être adoptés pour mettre en œuvre le droit à l'autodétermination. Le rapport, dont les points saillants seront scrutés sur cette émission, évoque la répression de la dissidence, les pratiques abusives dans le cadre de l'application des lois, les violations des droits des personnes réfugiées ou migrantes, la discrimination raciale et que sais-je encore. Et justement pour en parler, donc pour en débattre, nous recevons un spécialiste, Monsieur Dieudonné Dagbeto. Il est directeur exécutif d'Amnesty International Bénin. Bonjour à vous, Monsieur Dagbeto. Bonjour Monsieur Naoum, bonjour à vous et à vos fidèles auditeurs. Merci d'accepter l'invitation de Radio Cotonou. C'est nous qui en sommes honorés. D'accord. À la mise en onde de cette émission, Ghislain Agbangba, à la prise de vue, Job Chipé et à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Le standard sera ouvert dans une quarantaine de minutes. Vous êtes le directeur exécutif d'Amnesty International Bénin. Pour ouvrir, j'allais dire, ces échanges, je voudrais d'abord savoir comment on fait pour se retrouver à la direction exécutive de Amnesty International pays. Merci pour la question et pour l'intérêt au travail d'Amnesty International. Pour se retrouver d'abord staff d'Amnesty International, il faut passer un concours ou un test, je dirais. D'accord. Si l'organisation évoque le besoin de renforcement de son équipe à un poste donné, que vous vous sentez capable d'occuper cette fonction-là, vous déposez votre candidature, un jury composé de personnes au niveau local et à l'international, et également au bureau régional d'Amnesty, essaie d'étudier votre dossier, de vous écouter également. D'accord. Et à l'issue de ce processus, on déclare les personnes qui sont retenues pour le poste. D'accord. Alors, il faut avoir quel bagage ? Il faut d'abord avoir une sensibilité pour les droits humains, parce que c'est ce qui différencie Amnesty de plusieurs autres organisations. Il faut maîtriser les enjeux des droits humains dans le pays où vous êtes et dans la région, dans le monde de façon générale. Il faut maîtriser aussi, je dirais, les institutions auprès desquelles vous pourriez faire du plaidoyer et d'autres actions que vous pourriez initier pour pouvoir contribuer à faire progresser les droits humains dans le pays. Donc, le profil, c'est l'intérêt pour le droit, c'est ça ? C'est déjà cela, mais aussi au niveau universitaire, il faut, je ne dirais pas qu'il faut avoir un niveau universitaire assez élevé, juste pour pouvoir avoir des rudiments pour discuter des questions avec des personnes de divers horizons. Mais le plus important, il faut forcément être juriste ? Moi, je ne suis pas juriste. C'est vrai que j'ai fait l'école nationale d'administration dont je suis parajuriste. D'accord. Mais à la base, c'était déjà d'avoir un diplôme universitaire et aussi, comme je l'ai dit, de l'expérience au sein d'autres organisations non gouvernementales, parce que je n'ai pas fait qu'Amnesty International. J'avais travaillé ailleurs avant de revenir à Amnesty International. Donc, il faut un engagement citoyen. Il faut un engagement citoyen et un engagement orienté, sensible vers les droits humains, ce qui peut être un peu différent du citoyen dont nous parlons de façon générale. D'accord. Quand on dit droits humains, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'on retient d'abord ? Ce sont certaines personnes parlent de privilèges, mais ce sont des droits, vous permettez que je le redise comme ça, qui sont attachés à l'être humain du simple fait qu'il est humain. D'accord. Donc que les gouvernants, les pouvoirs publics sont obligés de respecter
de travailler à la réalisation de ces droits-là pour plus de dignité dans le monde. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la mission de Amnesty International ? Oui, Amnesty International s'est donné pour mission de faire des recherches, d'établir les faits attentatoires aux droits humains et de pouvoir mener des actions pour pouvoir prévenir et corriger ces situations. Mais quand on le dit de façon comme cela, les gens ne maîtrisent pas toujours. Il faut dire que Amnesty est né dans un contexte bien précis, dans les années 61, où son fondateur, qui était avocat, s'est rendu compte en lisant les journaux, aujourd'hui nous sommes 3 mai bien entendu, que des étudiants au Portugal, lui les citoyens anglais, des étudiants au Portugal se retrouvent emprisonnés pour avoir porté un toast à la liberté. Ils sont allés dans un bar comme chacun de nous, autour de leur peau, ils ont dit vive la liberté. Et juste pour cela, on les a mis en prison. C'était sous la dictature du général Salazar. Et cet avocat, donc attaché aux valeurs, aux principes des droits humains et à la liberté d'expression, s'est dit choqué de ce qui se passe à l'autre bout du monde, qui n'était pas dans son pays. Il a pris sur lui le droit d'écrire un article pour dénoncer cette situation. Et l'article s'appelait « Les prisonniers oubliés ». Ce qui a permis de mettre l'accent sur la situation de ces 2 étudiants. Et de par le monde, il y a eu un tollé général d'indignation de personnes qui se sont dit c'est pas normal qu'on enferme des étudiants pour avoir levé juste un toast à la liberté. Et ces personnes ont écrit de par le monde au dictateur et ont exigé la libération de ces 2 étudiants. Lorsque ces 2 étudiants ont été libérés, Peter Benenson, qui était à l'origine donc le fondateur d'Amnesty International, s'est dit sûrement que dans le monde, il y a d'autres personnes qui se retrouveraient dans les mêmes situations que ces 2 étudiants. Donc il faut mettre en place un mouvement qui travaillera sur des cas de personnes victimes d'abus d'autorité de la part des pouvoirs publics et dont les cas sont souvent oubliés. Et si vous le permettez, je vais bien lire la première phrase qu'il a formulée. Il disait « Il ne se passe pas de jour sans que, en ouvrant son journal, on apprenne qu'un homme, quelque part dans le monde, a été jeté en prison, torturé ou exécuté parce que ses opinions ou sa religion déplaisaient à son gouvernement. De tels prisonniers se comptent par millions. Ils ne sont pas tous, tant s'en faut, derrière le rideau de fer ou le rideau de bambou. Et leur nombre va croissant. Les lecteurs de journaux éprouvent un sentiment pénible d'impuissance. Mais si tous ceux qui sentent monter en eux l'indignation devant de telles nouvelles pouvaient se donner la main à travers le monde pour entreprendre une action commune, il serait possible sans doute d'obtenir un résultat positif. Se donner la main. C'est ça. Donc Amnesty International est né comme cela. Et des personnes bénévoles, des personnes sensibles aux droits humains de par le monde. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 10 millions de membres que nous revendiquons, qui disent qu'il faut redonner tout le sens des droits humains et à travers les programmes des gouvernants, que ces droits humains reviennent au cœur pour qu'il n'y ait pas d'abus d'autorité, il n'y ait pas de privation de liberté, liberté d'expression, liberté de manifestation, liberté syndicale, pour ne citer que ceux-là. D'accord. Et quand vous parlez bien entendu de liberté d'expression, vous savez qu'aujourd'hui, il y a celle 3 mai, journée internationale de la liberté de presse. Je marque une pause là-dessus pour vous permettre d'apprécier un tant soit peu la mission des professionnels des médias. On sait que le rapport édité par Reporters sans frontières a fait baisser encore le Bénin de quelques points. Donc, quel regard, quelle appréciation vous avez des professionnels des médias du Bénin? Je pense que je vais partir d'un fait précis. Allez-y. Le dernier rapport que vous avez évoqué tantôt, nous l'avons lancé dans un hôtel de la place. Et contrairement à ce que j'avais l'habitude d'observer, les professionnels des médias qui étaient invités n'ont pas posé de questions du tout. Ils n'ont pas posé de questions? J'ai relancé à 2-3 fois, tout le monde me regardait. Et je leur ai dit, mais si nous avons organisé cette conférence de presse, donc pour vous, et que vous qui êtes les manieurs de la langue de Molière, les manieurs du stylo, les manieurs du micro, n'avez pas de questions à poser, c'est qu'il y a un problème. Et toute la salle s'est mise à rire. C'est vous dire de façon matérielle. Oui. Aujourd'hui, ce que nous observons, c'est que la presse s'auto-censure, et a raison peut-être parce qu'il y a des faits qui poussent les professionnels des médias à rentrer dans leur dernier retranchement pour ne pas se voir emprisonnés, pour employer les mots qu'il faut. Donc aujourd'hui, il faut dire que la liberté de la presse a encore quelques soucis à se faire. Nous avons encore du pain sous la planche
pour que cette liberté-là reprenne ses marques de noblesse. Moi, je suis un peu peiné parce que à la sortie je dirais même sur les bancs du collège, j'avais envie d'être journaliste. Et je m'étais essayé à la presse scolaire. Ensuite, au lycée, j'ai fait le journal de mon lycée. J'ai été rédacteur, ensuite secrétaire de rédaction, rédacteur en chef. À l'université, j'ai continué. Et pendant les vacances, malgré que j'étais à l'École nationale d'administration, je cherchais des programmes de vacances organisés par les médias auxquels je participais à Cotonou, à Porto-Novo, et j'ai bien même obtenu certains prix. Mais par la suite, je me suis rendu compte que ce n'était plus aussi aisé d'écrire tout ce que l'on aspirait écrire. Or, le métier du journaliste, c'est d'informer, c'est de faire des investigations, bien entendu, c'est d'informer, même si l'opinion ou le test n'est pas en accord ou en concordance avec ce que veulent les pouvoirs publics. C'est de cette contradiction, de cette contrariété que la démocratie et le progrès de nos sociétés découlent. D'accord. Mais ça quand même, cette expérience que vous avez eu à faire dans les médias vous a formé quand même, vous a forgé l'esprit quand même, non? Bien entendu, et j'en ai gardé de très bons souvenirs. Oui. Aujourd'hui, il est vrai que j'ai changé de profession, mais je reste toujours attaché à la liberté de presse et à l'esprit critique, parce que cela m'a beaucoup aidé. D'accord. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez à dire aux professionnels des médias? Vous allez parler aussi aux gouvernants, mais d'abord les professionnels des médias. Non, aux professionnels des médias, je dirais qu'on a besoin d'eux. C'est vrai que certaines personnes parlent de quatrième pouvoir. Je dirais que c'est le premier pouvoir, parce que l'une de vos consoeurs dit d'ailleurs qu'il y a l'information et le pouvoir. Il faut encourager les professionnels des médias et les soutenir pour qu'ils ne se découragent point, malgré, je dirais, l'hostilité de l'environnement social ou peut-être politique. Il faudrait qu'ils sachent qu'ils ont leur place dans la société et qu'ils contribuent au développement. Aujourd'hui, je profite de cette journée pour dire le soutien d'Amnesty International Bénin que je représente sur ce plateau à tous les médias du Bénin et du monde entier. Malgré les temps difficiles que vous traversez, nous sommes à vos côtés et nous continuons à défendre la liberté d'expression et le droit des médias. Soutenir les médias, c'est aussi travailler à la mobilisation des ressources pour leur permettre, parce que l'indépendance financière permet véritablement à la presse d'avancer. Donc là-dessus, est-ce que Amnesty International travaille? Est-ce qu'il y a des projets que vous pilotez donc en associant les médias et autres? Oui, nous avons des projets de renforcement de capacité pour les médias. Nous en avons organisé plusieurs d'ailleurs. D'accord. En 2023. Et même cette année, nous avons prévu des formations à 3 niveaux, je dirais dans 3 régions du Bénin pour les professionnels des médias. Nous avons eu également l'initiative en 2023 de mettre sur pied un concours de presse dédié aux droits humains, je dirais, parce que, comme je l'ai dit tantôt, beaucoup de professionnels des médias ont du mal à présenter des sujets, notamment ceux liés aux droits humains, liés au droit à la santé, à la liberté d'expression. Donc Amnesty International Bénin a mis en place ce concours pour pouvoir primer ceux qui s'essaient à cette thématique-là. Et nous avons fait 2 éditions déjà. Pour cette année, au regard de l'engouement que d'autres pays ont manifesté, nous sommes en train de voir avec nos bureaux comment élargir ce concours ou l'ouvrir, je dirais, à d'autres pays pour qu'il devienne une compétition régionale. D'accord. Aujourd'hui, 3 mai, Journée internationale de la liberté de presse. Quel message vous avez à l'endroit des gouvernants? Mon message, je vais l'emprunter au haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, qui a dit: quand je pense aux valeurs du journalisme, je pense à la confiance, à la vérité et à l'intégrité. Je pense aux innombrables personnes courageuses qui osent poser des questions, qui osent défier le pouvoir, qui risquent leur vie pour dénoncer les atrocités, la corruption et la criminalité et pour s'opposer à l'oppression. Lorsque nous perdons un ou une journaliste, nous perdons nos yeux et nos oreilles sur le monde extérieur. Nous perdons une voix pour celles et ceux qui n'en ont pas. Nous perdons en réalité un défenseur des droits humains. Nous avons besoin d'un journalisme indépendant, éthique et de qualité aujourd'hui plus que jamais. Face à la crise climatique et à toutes les crises, les journalistes sont les alliés ultimes des droits humains. Car en cherchant à établir des faits, les preuves et les responsabilités, ils nous offrent l'un de nos meilleurs espoirs de construire des sociétés fondées sur la vérité et la confiance. C'est pour demander au gouvernement de reconnaître que la contribution des journalistes au développement de nos nations est très essentielle et il faudrait travailler à renforcer leurs capacités
pas les mettre sous domination, mais plutôt à les laisser faire librement leur travail. Parce qu'en révélant certains faits qui ne sont peut-être pas connus des gouvernants, ils contribuent vraiment à faire progresser nos nations, à faire progresser nos sociétés et nos pays. D'accord. Merci beaucoup à vous pour cette incursion dans l'univers des hommes, des médias, des professionnels des médias. On vient maintenant sur le sujet qui nous rassemble sur ce plateau. C'est bien sûr la présentation du rapport sur la situation des droits humains dans le monde. Pourquoi vous avez d'abord jugé utile de faire cet exercice au Bénin ? Présenter donc ce rapport aux professionnels des médias. Non, c'est un exercice annuel auquel nous sommes habitués. Oui. Nous rassemblons les médias et parfois des institutions de la République pour présenter nos constatations sur une année et faire également des recommandations afin d'appeler à l'amélioration de ces situations-là. Donc c'est une routine pour nous, Amnesty International, et que ce soit au Bénin ou dans les autres pays. C'est rentable ? Pardon ? Votre routine, est-ce que c'est rentable ? Plus ou moins, on pourrait dire que c'est rentable, mais c'est une pédagogie pour nous parce qu'il ne sert à rien de nous taire sur les atteintes et les violations des droits humains. Donc, même si pour le moment, nous n'obtenons pas toujours satisfaction sur tous les plans, nous disons qu'il est impérieux et important de continuer à mettre le doigt sur ce qui ne va pas pour espérer que les gouvernants deviennent de plus en plus sensibles aux droits humains et s'engage à corriger ces préoccupations que nous avons. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir concrètement de ce rapport 2025-2026 ? Quand on croise ce rapport au précédent de 2024, on se rend compte qu'il n'y a pas eu de grandes avancées dans le monde. Aujourd'hui, nous avons un système multilatéral qui est vraiment pris en otage par les grandes puissances. Nous avons le droit international qui est pratiquement foulé aux pieds. Et pourtant, c'est des tests auxquels les nations ont librement adhéré et se sont engagées à respecter les dispositions depuis des années antérieures, mais beaucoup plus à partir de 1948, après les actes de la Seconde Guerre mondiale. Mais aujourd'hui, on se rend compte que, au regard des intérêts financiers, les gouvernants ou les grandes puissances piétinent ces droits et font du deux poids deux mesures. Nous avons noté aussi que cela creuse davantage les inégalités dans le monde parce que la pauvreté devient de plus en plus croissante. La justice climatique, beaucoup de grandes nations qui ont des entreprises polluantes ne s'engagent plus à respecter ce qu'il faut, alors que c'est peut-être les plus petites nations comme les nôtres qui en paient le lourd tribut. Donc aujourd'hui, nous avons noté qu'à travers le monde, la situation comparée à l'année dernière n'a pas vraiment évolué et il faudrait que les organisations de la société civile qui sont également éprouvées de diverses manières. Attendez, quand vous dites que la situation n'a pas évolué, qu'est-ce qu'on doit retenir concrètement ? Est-ce que c'est une situation confortable et que nous sommes dans cette posture-là, ou bien c'est une situation aggravée et qui reste aggravée ? C'est une situation aggravée qui reste aggravée et qui pourrait l'être davantage parce que les puissants se consolident dans leur puissance et aujourd'hui n'ont plus d'oreilles aux droits humains, n'ont plus d'oreilles à l'humain, je dirais de façon générale. C'est le profit, c'est le gain et les intérêts des États qui priment sur le droit, les droits des humains. Donc la situation est grave. En un mot. En un mot. Elle est grave. Vous parliez tantôt des organisations de la société civile. Oui, les organisations de la société civile ou même des activistes qui également en paient le lourd tribut parce qu'aujourd'hui, il n'est pas facile de manifester contre certaines décisions ou certaines lois. Vous pourrez vous retrouver en prison, ce qui empêche ces organisations, ces citoyens, ces activistes de faire librement leur travail et de pouvoir s'exprimer également. Et de défendre d'autres droits, ce n'est pas forcément la liberté d'expression, peut-être le droit à la terre, peut-être le droit en milieu carcéral et beaucoup d'autres sujets. Aujourd'hui, ces citoyens, ces organisations sont prises à partie par les pouvoirs publics. D'accord. Alors, concrètement, quand vous prenez ce rapport édité et vulgarisé aujourd'hui, qu'est-ce qui est dedans, par exemple, que si vous devez émettre un souhait, personnellement, qu'est-ce que vous ne voulez pas voir dans le prochain rapport ? Qu'est-ce qui est contenu dans ce rapport que vous ne voulez pas voir ? Des exemples précis, s'il vous plaît. Lorsque nous prenons la justice internationale, par exemple, si je suis au niveau international... International, tout à fait. Il n'y a que des chefs d'État qui commettent des atrocités, ne sont pas
je dirais, présentés devant les institutions internationales, les cours internationales qui peuvent les juger. Ils sont protégés dans ces actes-là. Mais au même moment, nous avons de tout petits citoyens qui commettent des actes que je ne veux pas qualifier de mineurs, mais qui se retrouvent devant la justice. Donc il y a je dirais, du 2 poids 2 mesures que nous ne voudrions pas. On voudrait que les responsables, les chefs d'État, les gouvernants qui ont l'obligation de rendre des comptes, rendent également des comptes à la justice lorsqu'il arrive qu'ils ont porté atteinte aux droits humains, lorsqu'il arrive qu'ils ont commis des atrocités dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir, si je dois donner cet exemple par exemple. D'accord. Donc ça c'est un élément important pour vous et que toute la communauté doit travailler là-dessus. Oui, parce que nous avons aujourd'hui, comme je l'ai dit, je ne vais pas citer des États, mais dans notre rapport, nous avons épinglé les États-Unis, nous avons épinglé Israël, nous avons épinglé beaucoup d'autres pays qui aujourd'hui, forts de leur puissance, ne bafouent, je dirais, ou balayent du revers de la main les instances internationales qui ont été mises en place pour pouvoir juger de tels dirigeants. Ils ne s'y retrouvent plus et parfois même, ils s'en rétractent, ce qui fragilise, je dirais, la puissance ou la notoriété qui était attendue de ces institutions-là. Or, pour nous, Amnesty International et au sein des organisations de défense des droits de l'homme, ce sont ces instances qui garantissent, qui permettent de réguler le droit international et qui permettent effectivement de rendre la justice au niveau social. D'accord. Ce rapport, c'est sur le monde entier que vous produisez, donc chaque année et que vous rendez public. Je voudrais parler du Bénin. Qu'est-ce que vous avez vu chez nous ? Chez nous, nous avons... Vous n'allez pas nous dire que le mot grave est attaché au Bénin aussi ? Si, il est attaché. Il y a des éléments. Oui, il y a des éléments sur les différents rapports. Et même pour celui de cette année, nous avons noté que la liberté d'expression a continué à être éprouvée. D'accord. Et nous sommes partis de cas précis dans ce rapport. Nous avons évoqué le cas du journal Le Patriote. Nous avons évoqué le cas de Bénin Web TV qui ont été suspendus. Nous avons évoqué le cas de citoyens également. Je dirais Julien Kanlé Kansou, qui était militant d'un parti de l'opposition. Comme Nagui Soupé, Ali Moumouni, Cosmo Moussa, Olivier Alochimé, qui ont été des journalistes. Donc, pour nous, sur cette question de liberté d'expression, nous avons encore du chemin à faire au Bénin. D'accord. Et dans ce rapport, nous avons évoqué également la liberté de réunion pacifique parce que le parti d'opposition, les démocrates, a convoqué, ou je dirais, a porté plainte contre des fonctionnaires de la police qui ont empêché l'organisation de manifestations ou de réunions par ces militants. Et dans le même rapport, nous avons évoqué les droits des personnes déplacées parce que liés aux conflits armés dans le nord du Bénin, beaucoup de personnes se sont déplacées, mais aujourd'hui, leurs droits économiques, sociaux et culturels ne sont pas forcément respectés. Nous sommes revenus sur cette question-là. Et en lien avec d'antécédents rapports que nous avons publiés, nous sommes revenus sur l'humanisation des lieux de détention, notamment des prisons, parce qu'il faut le dire, Amnesty International Bénin, après plusieurs demandes, a été autorisé à visiter les prisons du Bénin. En 2023, nous avons noté un certain nombre de préoccupations assez alarmantes que nous avons portées à l'attention des pouvoirs publics. Mais il paraît qu'il y a quand même du progrès, hein. Il y a eu des avancées énormes. Vous confirmez ça ? Il y a eu des avancées, je ne dirais pas énormes parce que nous avons eu aujourd'hui des médecins qui ont été recrutés et qui s'occupent de la santé des personnes. Des détenus, c'est ça ? Oui, mais ce n'est pas encore suffisant parce que la surpopulation carcérale demeure galopante et élevée. Il faudra corriger cela. Une autre avancée dont nous avions été informés, c'est la prise du décret du service d'intérêt général par le gouvernement. Et on voudrait vraiment que cela soit mis en pratique pour contribuer peut-être à réduire la population carcérale. Mais il demeure que la politique pénale du gouvernement est assez répressive et permet de renflouer, je dirais, assez rapidement les prisons. Et il faudrait que le ministère de la Justice puisse se pencher pour pouvoir essayer de corriger cette situation. D'accord. Est-ce que vous avez une bonne collaboration avec les autorités béninoises ? La section Bénin de Amnesty International ? Oui, je dirais oui. Parce que jusqu'à présent, nous semblons avoir une écoute
lorsqu'il nous arrive de demander des rencontres de plaidoyer avec les autorités, les institutions de la République, nous sommes reçus, nous sommes écoutés, nous faisons des discussions avec ces autorités-là. Mais nous attendons, au-delà de ces rencontres, qu'il y ait la matérialisation d'un certain nombre d'engagements qui sont pris par les autorités pour pouvoir corriger ces situations. Dans le cas des projets de développement touristique du gouvernement, il y a eu des personnes qui ont été expulsées. Nous avons sorti un rapport sur quelques-uns de ces projets. Et après, les autorités nous ont reçus, nous en avons discuté, nous avons porté des éléments matériels à leur niveau. Et aujourd'hui, nous pourrions dire que l'Agence nationale du domaine du foncier, la NDF, a émis un communiqué l'année dernière pour demander aux personnes qui auraient été impactées par ces projets de venir s'inscrire à nouveau à un secrétariat afin que leur dossier soit étudié. Donc pour nous, ce sont des faits qui pourraient montrer l'engagement ou l'ouverture des autorités à nous écouter et à corriger un certain nombre de préoccupations, même si certaines demeurent. D'accord. Donc on peut dire quand même que vous avez des oreilles qui sont à l'écoute de Amnesty International. Bien entendu. D'accord. Merci beaucoup à vous pour ces explications. Et bien entendu, quand vous regardez aujourd'hui les enjeux et par rapport aux droits humains, qu'est-ce que vous avez donc à distribuer avec nous ? Le principal enjeu se repose sur la justice sociale. Lorsque aujourd'hui les gouvernants permettent la liberté d'expression, c'est que la justice sociale est réalisée parce que ça permet à tous les citoyens, quel que soit leur bord, de dire ce qu'ils pensent. Lorsque l'on améliore les situations dans les prisons, on contribue également à la justice sociale parce qu'il y a des personnes qui sont détenues aujourd'hui dont le délai de détention dépasse les normes fixées par le droit local et le droit international. Donc ce serait également de la justice sociale. Lorsque nous prenons les personnes qui ont été expulsées, de les informer, de les dédommager à leur juste valeur, que cela serait fait, ce serait également de la justice sociale. Donc aujourd'hui, tout ce que nous demandons à Amnesty International, que ce soit pour contribuer à corriger la liberté d'expression, réviser le code pénal, réviser le code du numérique en ces dispositions qui ne permettent pas la liberté d'expression, tout cela contribue en fin de journée à la justice sociale. Lorsque nous demandons que les entreprises qui violent les droits humains, lorsque les entreprises polluantes puissent avoir des responsabilités sociales qui contribuent à améliorer la vie des citoyens qui vivent dans les espaces où ils font leurs activités, je pense que c'est également pour la justice sociale. Donc pour nous, l'un des plus grands enjeux en matière de droits humains au Bénin aujourd'hui repose sur la justice sociale et économique. Voilà. D'accord. Donc c'est un volet important pour vous. Donc, et au-delà du Bénin, quels sont les enjeux pour vous ? C'est le même. C'est le même. Oui, parce que tout, comme je l'ai dit, il ne revient pas au pouvoir, aux détenteurs de l'autorité de piétiner les plus faibles. Et lorsque nous le faisons, nous créons un déséquilibre qui apparaît comme de l'injustice. Et pour le corriger, c'est qu'on revient à la justice pour que tout cela soit équilibré. D'accord. Alors, aujourd'hui, quand on parle de violation des droits humains, même dans votre discours depuis, on voit très bien les gouvernants. Mais est-ce que Amnesty International ne table pas un tant soit peu sur les actes posés entre individus ? Parce qu'il y a des actes de violence qui sont posés, bien entendu, au sein de nos communautés par des citoyens. Ce n'est pas seulement l'État où le regard est souvent, ou je dirais même l'État qui est souvent pointé du doigt. Est-ce qu'il n'y a pas un travail qui se fait sur les citoyens ? Oui, mais je voudrais insister sur l'État parce que c'est à l'État que nous avons confié la protection des droits humains. D'accord. L'État est le garant des droits humains. Et la Constitution, tous les instruments juridiques font obligation à l'État de protéger les citoyens qui sont sur son territoire. Donc la première responsabilité revient à l'État et à tous ceux à qui l'État a délégué une partie de son pouvoir. Donc quand nous parlons d'État, ce n'est pas forcément l'exécutif ou le législatif, non, c'est eux d'abord effectivement, mais il y a également d'autres personnes qui sont investies de la puissance publique qui abusent parfois de cela. Mais cela étant dit, nous travaillons aussi à éduquer les populations aux droits humains. Parce qu'il y a un volet de la Constitution que l'État n'arrive pas encore totalement à mettre en œuvre qui, je dirais, ressort de l'article 40 de notre Constitution. Dans cet article, il est dit que l'État a l'obligation de faire de l'éducation aux droits humains, d'éduquer les pouvoirs publics. Et si vous voulez, je pourrais vous en donner lecture. Allez-y. L'article dit « L'État a le devoir d'assurer la diffusion et l'enseignement de la Constitution,
de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981, ainsi que de tous les instruments internationaux dûment ratifiés et relatifs aux droits de l'homme. Et l'article continue en disant « L'État doit intégrer les droits de la personne humaine dans les programmes d'alphabétisation et d'enseignement aux différents cycles scolaires universitaires et dans tous les programmes de formation des forces armées, des forces de sécurité et assimilées. » Et enfin, il dit « L'État doit également assurer dans les langues nationales par tous les moyens de communication de masse, en particulier par la radiodiffusion et la télévision, la diffusion et l'enseignement de ces mêmes droits. » Aujourd'hui, il n'est pas rare d'entendre dire « Nul n'est censé ignorer la loi ». Mais nous avons beaucoup de tests qui sont votés. Est-ce que ces tests sont connus de la population? Ce n'est pas seulement les personnes analphabètes, mais même nous qui sommes allés à l'école, est-ce que nous connaissons tout ce qui est mis dans les tests? Est-ce que tous les législateurs, tous ceux qui contribuent au vote de ces lois, refont la discussion avec la population pour leur dire voilà ce que nous avons mis dans le test, voilà ce qui vous incombe désormais? Mais ce sont ces tests qui sont appliqués à la population. Donc il faudrait qu'en revenant à cet article 40, l'État mette en place des programmes pour vraiment éduquer la population aux droits humains avant de leur appliquer les dispositions qui sont dans les lois, qui pourraient parfois être contraires aux droits. On peut bien voter des lois dont certaines dispositions soient contraires aux droits de l'homme. D'accord. Je pose la question tout simplement en prenant appui sur ce que nous vivons aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Tout récemment, on a vu donc un acte de barbarie donc sur une jeune dame qui a circulé. Et bien entendu, ces actes sont posés, j'insiste là-dessus, par des citoyens. Et ce qui est plus grave, c'est que le téléphone en main, on devient des producteurs de films d'horreur, alors que ce que nous voyons à la télé, c'était de la fiction que nous voyons, mais aujourd'hui on est dans du réel avec des films d'horreur, des choses que nous diffusons, que nous produisons, des actes horribles que nous avons dans nos communautés. C'est pourquoi j'insiste là-dessus. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ces choses-là? Oui, je pense que tout cela découle de l'ignorance de nos droits et de nos devoirs. Mais comme je l'ai dit dans l'article, l'État a un grand rôle, une grande responsabilité. Mais aujourd'hui, les organisations de la société civile font le pas du boulot. Suffisamment? Pas suffisamment, parce que elles n'ont forcément pas assez de moyens pour couvrir peut-être toute l'étendue du territoire. Et c'est comme un éternel recommencement. Il faut revenir sur un certain nombre de sujets pour faire la discussion en français, même au sein de nos communautés. Aujourd'hui, nous, à Amnesty International Bénin, nous avons des groupes locaux sur l'étendue du territoire national qui essaient de faire des sensibilisations de proximité. Donc nous identifions certains sujets sur lesquels ils mobilisent des artisans, des groupements féminins, des groupements de jeunes, des associations de jeunes, des conducteurs de taxi-moto pour pouvoir faire des sensibilisations. Et de ces sensibilisations, vous voyez vraiment que l'ignorance est sur le terrain et que les personnes sont éveillées, commencent à faire la discussion, ce qui permet de faire progresser un peu ces situations que nous dénonçons. Mais il ne faut jamais baisser la garde, il ne faut jamais dire, puisqu'on a déjà fait la sensibilisation ici, c'est garanti, c'est acquis. Non, il faut chaque fois revenir sur le terrain. Dans les lycées et collèges, nous avons une 60aine de clubs aujourd'hui à Amnesty International Bénin, mais sur plus de 3000 lycées et collèges que nous avons au Bénin. Sans compter de l'éducation que nous pouvons aussi commencer avec les plus petits dans le primaire pour les intéresser déjà aux questions de droits humains dès le bas âge. Cela pourra contribuer à la longue à corriger la société que nous avons aujourd'hui et à avoir celle que nous souhaitons de tous nos voeux. Alors, quel traitement on peut réserver à ceux qui ont posé l'acte dont je viens de poser? Ou bien Amnesty va encore passer par derrière pour aller défendre leur situation de détention parce qu'il y a des gens quand même qui sont déjà interpellés. Qu'est-ce qu'on doit leur réserver? Je pense qu'on demandera que la justice soit rendue, bien entendu. Et l'Institut national de la femme, que nous saluons déjà, a pris cela à bas le corps. Et je pense que la justice sera rendue. D'accord. C'est tout ce que vous voulez? Oui. Merci beaucoup à vous, Monsieur Dagbeto. Vous êtes le directeur exécutif d'Amnesty International Bénin. Et je vous pose la question, donc, sur les actes que vous posez concrètement. Quand vous levez, donc, par semaine, par mois ou par année, qu'est-ce que vous faites concrètement? Non, il faut dire que nous, avec d'autres organisations de la société civile, parce qu'on ne travaille pas de façon isolée, nous observons d'abord la situation des droits humains de façon générale au Bénin. Et sur une année, nous proposons un plan d'action que nous appelons plan opérationnel pour voir un peu quelles sont les grandes tendances sur lesquelles on voudrait continuer, soit à faire du plaidoyer, soit à faire des investigations, soit à faire de l'éducation aux droits humains avec les communautés.
Et après, nous allons sur le terrain pour mettre en pratique ou mettre en œuvre ces différents plans-là. Donc, pour le plaidoyer, par exemple, nous avons souvent des rencontres avec les institutions de la République. Cette année, nous avons produit, dans le cadre des élections générales de 2026, un manifeste. C'est un document qui recense l'essentiel de nos préoccupations en 5 grands points que nous avons portés à l'attention de la presse, mais également nous allons faire les partis politiques pour leur dire voilà ce que nous voudrions que vous corrigiez si vous venez au pouvoir. Nous avons fait le même exercice avec certaines institutions de la République pour dire sur ces points on voudrait que l'exécutif ou vos responsables puissent aider à corriger. Donc nous faisons ce plaidoyer sur la base de ce manifeste-là, mais également, comme je l'ai dit, nous faisons de l'éducation aux droits humains avec diverses cibles. Les conducteurs de taxi, moto, nous allons mettre en place, bien entendu, les mois à venir, un programme pour les élus locaux, parce qu'aujourd'hui, nous avons une nouvelle vague d'élus qui sont issus des élections générales. Il faudrait les approcher en matière de droits humains et partager avec eux les réalités que vivent leur population, afin qu'ils puissent ne pas prendre des décisions qui entravent la jouissance de ces droits-là pour les plus faibles. Donc vous allez mener une action ciblée à l'endroit des nouveaux élus? Oui, c'est ça. Nous avons commencé déjà, nous en avons fait dans 15 communes les années dernières, mais on s'est dit, avec la nouvelle mandature, il faudrait repartir à la base et le faire pour l'ensemble des communes. Et nous entrerons en discussion avec la NCB les semaines à venir pour pouvoir apprécier comment mettre en œuvre tout cela. Est-ce que vous avez déjà rencontré le maire de Cotonou? Parce que vous êtes sur Radio Cotonou, c'est une radio de la mairie de Cotonou, naturellement. Nous n'avons pas encore rencontré le nouveau maire de Cotonou, mais il a reçu notre correspondance de demande d'audience. Et je pourrais dire qu'on a eu une activité avec des jeunes filles provenant de toutes les communes du Bénin, le week-end qui s'achève parce que l'activité s'est terminée hier. D'accord. Et le maire de Cotonou a été représenté par la première adjointe au maire qui a prononcé un discours très salué par les filles. Qui revient sur l'engagement de ces jeunes filles au sein des communautés en faveur des droits humains de façon générale, mais plus spécifiquement des droits des jeunes filles et des femmes. Son engagement vous a séduit, c'est ça? Oui, son engagement nous a séduit, son parcours également, parce qu'en tant que première adjointe au maire, on ne savait pas tout ce qu'elle faisait, mais je pense qu'elle n'avait pas eu de couvent. Elle s'est ouverte à ces filles-là et à partager son parcours, son expérience. Et également son engagement. Je pense qu'elle est revenue largement là-dessus et cela fut vraiment apprécié. D'accord. Alors aujourd'hui, quels sont les obstacles qui se dressent devant Amnesty International? Que ce soit d'abord au plan local et à l'international? Non, à l'international, je dirais que c'est la résistance des grandes puissances et les actions pour fragiliser le droit international, parce que c'est pas que Amnesty International, le droit international c'est une armure qui protège nous tous, et aujourd'hui lorsque les grandes puissances arrivent à s'en prendre à cela, c'est toute l'humanité qui en pâtirait. Donc nous devons continuer à travailler pour que l'humanité puisse triompher et continuer à sensibiliser nos gouvernants pour qu'ils prennent conscience des droits humains qui ne sont pas des questions politiques ou des questions idéologiques, mais véritablement des questions qui remettent l'individu, le citoyen, au cœur de l'action publique, au cœur de l'action politique. Et au niveau du Bénin, c'est la même chose. J'ai noté ou j'ai évoqué tantôt l'écoute que nous avons de la part des autorités. On voudrait vraiment que cette écoute soit la même ou soit améliorée avec les nouvelles autorités que nous aurons à partir de quelques semaines. Nous irons à leur rencontre pour revenir sur les préoccupations que nous avons et demander que les recommandations que nous faisons soient véritablement prises en compte et que nous ne connaissions pas de régression. Il ne faudrait pas que le Bénin fasse marche arrière, mais plutôt améliore ces points-là que je viens d'évoquer. Il faut dire que sur la liberté d'expression, par exemple, nous avons le Bénin qui a retiré à ses citoyens le droit de saisir les instances régionales, notamment la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Si vous estimez que les juridictions locales ne vous ont donné pas satisfaction, aujourd'hui il n'est pas possible que vous saisissez la Cour africaine des droits de l'homme. Or, ce sont quand même des baromètres qui permettent de reconnaître la liberté d'expression dans un pays. Donc on voudrait vraiment appeler les nouvelles autorités et les prochaines à pouvoir s'engager sur ce chemin-là pour que, au-delà des actions du gouvernement, au-delà des actions de développement qui sont saluées, nous puissions avoir également de bonnes notes en matière de droits humains, de liberté d'expression, de liberté des médias. D'accord. Fondamentalement, il va falloir donc travailler là-dessus. Et au Bénin, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Ou bien tout coule au Bénin? Non, tout ne coule pas. Il y a, comme je l'ai dit, l'écoute seule ne suffit pas. Il faudrait que nous ayons
des actes qui matérialisent cet engagement-là. Lorsque je parle de surpopulation carcérale, il ne suffit pas de recevoir les organisations qui travaillent là-dessus ou peut-être de corser l'entrée dans les prisons, mais c'est plutôt de les ouvrir pour que ces organisations ou même d'autres personnes qui y vont et qui voient des choses qui portent atteinte aux droits humains les disent pour contribuer vraiment à améliorer. Donc aujourd'hui, lorsque nous notons qu'à travers des lois, il y a certaines mesures qui sont prises pour rétrécir encore l'espace civique, nous pensons que c'est comme s'il y a deux poids, deux mesures. C'est comme si on vous reçoit, on vous écoute, mais derrière, on prend des mesures législatives qui verrouillent encore l'environnement, qui verrouillent l'espace qui ne permettent pas aux gens de s'exprimer librement. Donc ce sont des choses qui nous heurtent et on voudrait... nous continuons quand même à travailler là-dessus et demander aux autorités de vraiment être sensibles. Parce que comme je le dis, si elles ne sont pas sensibles, notre message ne pourra pas vraiment porter. Il faudrait que parfois ces autorités se mettent à la place des personnes dont nous défendons les droits pour apprécier un peu. Et je vous dirais, lorsqu'on a été autorisé à visiter les milieux de détention, j'ai vu certaines autorités avec qui nous avons eu à discuter, qui nous ont confié qu'elles auraient pu améliorer la situation pendant qu'elles étaient encore en liberté. Aujourd'hui, elles se retrouvent de l'autre côté. Et au cours de nos interactions... Je veux bien comprendre. Des gens qui étaient autorités par le passé et qui se retrouvent aujourd'hui en difficulté. Vous les avez rencontrés et ils ont regretté de n'avoir pas fait quelque chose par le passé, c'est ça? Oui, parce que nul ne sait demain qui se retrouvera dans ces conditions. D'accord. Et quand on est de l'autre côté, quand on est derrière et qu'on dit tout va mal dans les prisons, ce n'est pas pour écorcher l'image du pays. Parce que moi j'ai rencontré des autorités qui n'ont pas été du tout d'accord pour les rapports que nous faisons sur les prisons et d'autres sujets. Mais c'est pour aider à ce que cela soit corrigé. Et il y a une maman qui nous a dit au cours d'un atelier qu'il y a un adage en fond qui dit: le roi à qui on ne dit pas qu'il y a je dirais de la saleté sur ton habit, il peut y avoir d'autres choses qui vont lui arriver, personne n'aura le courage de le dire. Donc il faut permettre à ce que l'autorité écoute ce qu'on dit. Ce n'est pas forcément pour, ou ce n'est même pas pour salir l'image du pays, c'est d'aider à ce que le pays soit mieux apprécié à l'international. Ces autorités-là étaient en pleurs en vous disant ça, ou bien vraiment dépassé par les événements, c'est ça? Non, permettez-moi de ne pas aller plus loin que cela, mais de rester sur cette image que j'ai gardée de personnes qui ne perçoivent pas. Aujourd'hui, je vous donne un exemple. Ce matin, en venant ici, j'ai vu sur un groupe WhatsApp où j'étais des personnes qui jubilaient parce qu'on aurait arrêté un agronome qui se serait prononcé sur un sujet donné sur sa page Facebook. Et certaines personnes disaient sur le forum, mais demain, on peut arrêter n'importe qui pour avoir donné une opinion sans aller dans le fond. Et cela peut arriver effectivement. Tant qu'on n'est pas dans la situation, on ne mesure pas. Voilà, donc, appeler les autorités à parfois se mettre dans la peau de ces personnes dont nous défendons les droits et de se dire, forcément, il y a quelque chose qu'il faut corriger. Et c'est de la justice sociale, comme je le disais tantôt. Alors, je voudrais savoir, Amnesty International arrive à aller n'importe où, partout. Est-ce qu'on vous ouvre toutes les portes? Non, on ne nous ouvre pas toutes les portes. Ou peut-être on ne nous ouvre pas toutes les portes au moment où on le souhaite, peut-être. Parce que si je prends l'expérience de la visite des prisons, nous avons commencé à faire la demande en 2020, en 2021, en 2022, et c'est en 2023 qu'on nous a autorisé. Donc, parfois, cela prend un peu de temps, mais nous ne nous décourageons pas. Nous continuons à dire pourquoi c'est important pour nous d'aller voir. Et nous précisons aussi, ce n'est pas, en fait, ces visites ne sont pas orientées vers des personnes spécialement, c'est orienté vers toutes les personnes qui se retrouvent dans ces conditions. Lorsque nous parlons de personnes expulsées de force, c'est pas parce qu'on va voir une autorité ou quelqu'un, non. C'est pour voir toutes ces personnes impactées et demander que de façon générale, leur droit soit amélioré. Parce que le droit, c'est d'abord une notion générale. D'accord. Donc, votre souhait, c'est qu'on puisse vraiment vous ouvrir. Ou bien on vous voit comme des espions, c'est ça? Non, pas comme des espions, mais... Ou bien vous-même, vous faites espionnage en cachette? Pas du tout. J'ai entendu certaines personnes nous dire, est-ce que vous n'êtes pas des apatrides? Est-ce que vous n'êtes pas contre votre pays? Est-ce que vous aimez vraiment votre pays? Et je pense que c'est celui qui aime, comme on le dit souvent, qui aime bien châtie bien, parce que nous serons tous fiers de ce que
on ne repose rien au Bénin sur tous les plans. Qu'on dise, le Bénin est un exemple sur tel plan, regardez le Bénin. Comme on le dit déjà sur d'autres plans, il faudrait que sur le plan des droits humains, on soit fiers. C'est pas toujours de gaieté de cœur quand d'autres personnes vous disent, d'autres personnes peut-être qui n'ont pas de leçons à nous donner, qui disent la liberté d'expression en recul chez vous et que vous suivez des médias qui font de la morale ou de la leçon à nos journalistes peut-être qui sont meilleurs que eux. C'est pas toujours bien, non. C'est de travailler à ce que ces petites taches noires qui se retrouvent aujourd'hui sur l'image du Bénin puissent être corrigées avec que nous en soyons tous fiers. D'accord. Merci beaucoup à vous. On va donc donner la parole à nos auditeurs qui nous suivent. Je l'avais annoncé, le standard est ouvert, j'allais dire. Nous sommes avec M. Dieudonné Dagueto, qui est directeur exécutif d'Amnesty International Bénin. On va prendre le tout premier intervenant. Je rappelle les numéros pour intervenir, pour ceux qui n'avaient pas donc l'opportunité de suivre. 01 68 87 67 00 ou le 01 50 52 52 73. Vous pouvez aussi déposer vos questions via WhatsApp 50 52 52 73 pour ceux qui n'arrivent pas à trouver la ligne. Auditeur en ligne, bonjour. Sans oublier son invité, je vous salue. Paul Chaudatan, c'est ça? Que Dieu te protège ton invité. D'accord. Il y a votre téléphone qui ronfle un peu. Je ne sais pas si vous êtes sur main libre, il faut l'enlever. Ici au 7e étage, là. D'accord. Ça va maintenant? D'accord, ça va, nous vous écoutons. Merci. Mon cher invité, je vous ai écouté. Quand les gens posent des actes dans le pays et qu'on ne sanctionne pas, vous ne trouvez pas que c'est gauche? Et pourquoi quand les gens posent des actes, on sanctionne, les gens trouvent que ce n'est pas normal? Je vous siffle et je dis qu'est-ce qui peut se passer. Est-ce que c'est normal? Quand monsieur Nam que vous avez en face là, est-ce qu'il a posé des actes qu'il a conduit en prison parce qu'il maîtrise son boulot? Si vous posez des actes, on vous arrête. C'est que vous avez posé des actes, on vous a arrêté. Pour montrer aux autres que quelqu'un d'autre ne doit plus continuer. C'est ça, comme ça, moi j'interprète ce qui se passe. Pour que chacun de nous puisse prendre ses responsabilités. L'accès dans nos prisons, c'est vrai, c'est difficile aujourd'hui. Il y a une plateforme qu'il faut s'inscrire et remplir les formalités avant d'avoir accès aux prisonniers. Et la population a tout un souci à ce niveau-là. Donc peut-être que c'est ça qu'il faut dénoncer pour que quand les gens font la demande, que ce soit le plus rapide pour que les gens puissent avoir accès aux prisonniers. Merci à vous et je vous remercie. D'accord. Merci beaucoup à vous, Paul Chaudatan. On prend un autre intervenant. Bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Bonjour à vous. Sébastien Yonrosso. Voilà, Sébastien Yonrosso. Nous vous écoutons. Je salue votre invité. D'accord. Merci beaucoup. Et cher invité, hier quand on attendait Amnesty International veut parler, tout le monde braque les yeux et les oreilles. Et parce que vous dénoncez bien et les gens se voient, les citoyens se voient dans tout ce que vous dénoncez. Mais il me semble que ce travail a plus de recul et on ne vous écoute plus comme cela se devait, comme on attendait avant des conférences de presse pour parler. Heureusement que la radio Cotonou vous a invité aujourd'hui. On a écouté Amnesty International. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le travail est devenu de plus en plus compliqué pour vous au Bénin? Deuxième préoccupation, la contribution des grogniers, leaders d'opinion ou activistes pour le développement de notre pays, le Bénin, n'est pas à négliger. Amnesty International a fait un travail avec les journalistes, vous l'avez dit tout à l'heure, et difficilement les journalistes ont posé des questions. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il est temps que vous travaillez avec les leaders d'opinion, les activistes, les grogniers, ce que vous avez fait avec les journalistes, vous ne pouvez pas faire avec eux parce qu'ils prennent des risques pas possibles pour dénoncer des choses. Parce que nous constatons que de plus en plus, les journalistes, Honoré Benjamin Nahou n'aime pas qu'on parle des journalistes, on critique les journalistes, mais il semble que... Qui vous a dit ça? Ils prennent parti, ils sont déjà attachés de presse, ou bien ils travaillent avec une institution, et même si l'institution est dans la faute, et vous dénoncez le lendemain, c'est eux qui vous attaquent, qui écrivent, qui cherchent des mots pour tourner ce qu'on a dit, ce qui est vrai là. Est-ce que les journalistes ne sont pas à la base d'une certaine chose aussi dans notre pays? Et ma dernière préoccupation,
le soin dans nos hôpitaux. Et la loi dit que un prisonnier a le droit de se faire soigner quand il est malade. Et même il a le droit de demander un médecin de son choix. Est-ce avec votre rapport, est-ce que vous avez constaté cela? Parce que de plus en plus, nous voyons sur les réseaux, d'autres disent que je suis en prison, j'ai demandé un médecin pour moi, on ne me l'a pas donné jusqu'à 6 jours, on a bloqué ci, on a bloqué ça. Comment ça se passe réellement? Parce que on ne prend pas, et on prend avec pincette les déclarations des réseaux sociaux. Est-ce que vous cherchez à fouiller quand vous avez ces genres d'informations? Parce que nous, leaders d'opinion, nous sommes des lanceurs d'alerte. Et quand nous donnons l'alerte, il faut que les institutions bien organisées se rapprochent ou bien aller vérifier si c'est vrai ce que nous avions dénoncé. Sébastien Yonrose, chacun fait son boulot qui va nous accompagner. Merci beaucoup à vous. Un autre intervenant, bonjour. Bonjour, je m'appelle Simon Assis Colonou. D'accord, nous vous écoutons. J'ai été membre de Amnesty International dans les années 80, etc. D'accord. En ce moment-là, on avait une stratégie pour agir sur les gouvernants, à savoir écrire abondamment des courriers qui viennent de partout pour aller donc impacter la conscience, n'est-ce pas, des gouvernants. Est-ce que l'Amnesty International a encore cette stratégie-là de travail aujourd'hui? Deuxième question. Allô? Oui, nous vous écoutons. Deuxième question. Qu'est-ce qui différencie la structure internationale, même nationale, CBDH, Commission béninoise des droits de l'homme, de Amnesty International? Il doit y avoir une petite différence, ou bien si c'est les mêmes préoccupations, si c'est les mêmes objectifs que les deux structures-là poursuivent. Donc voilà mes préoccupations, je vous remercie. D'accord, merci beaucoup. Bonne journée dominicale à vous, Narcisse Simon Rolonou, pour votre passage ce matin à l'antenne. On prend un autre bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Naoum. Oui. Monsieur Liamidi Koumayon, vous allez diminuer votre radio, s'il vous plaît. Oui. Ça va maintenant? Oui, ça va, nous vous écoutons. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur Dieudonné Dagbeton. Bonjour, monsieur Koumayon. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour le développement ou l'explication de cette émission. Moi, monsieur Dieudonné Dagbeton, le droit humain est bafoué. Je dis bien, est bafoué, contradictoire et contrainte et contraindre. Si vous constatez de l'atrocité, c'est les institutions et les hommes qui sont chargés à faire fonctionner ces services qui ne sont pas aptes et avoir peur d'être enlevés ne fonctionne pas bien. Où se trouvent aujourd'hui les juges administratifs qui doivent parcourir et aller dans les commissariats, aller dans les prisons, vérifier l'incarcération des humains? Les juges administratifs, est-ce qu'ils font la protection? Est-ce qu'ils font la protection de ce qu'on les a confiés? Puisque c'est à eux de se déplacer pour voir s'il y a, si les êtres humains sont bien traités dans les commissariats. Mais hélas, ils ne le font pas. Pourquoi ceux qui sont censés connaître la loi
sont aujourd'hui en prison. Les avocats, les huissiers, les juges, les commissaires, substituts, etc., tombent sous le coup de la loi. Qu'en dites-vous, monsieur, les difficultés que les gens rencontrent, enfin les citoyens rencontrent au niveau de nos prisons? Parce qu'aujourd'hui, aller rendre visite, ce n'est pas comme hier ou bien avant. C'est des difficultés. Et celui qui va aujourd'hui, peut-être demain, il ne peut plus aller. Peut-être après-demain, il ne peut plus. Peut-être c'est dans 3 jours qu'on va encore le programmer pour aller rendre visite à celui qu'on a emprisonné. Alors qu'ils sont des fois dépaysés, ils sont des fois dérangés. Et ils ont des soucis. C'est ça qui les tue des fois en prison. D'accord. Merci beaucoup. Je vous rends l'antenne à dimanche prochain. Merci beaucoup à vous. On a encore quelqu'un au bout du fil? Non. On revient donc il y a quelqu'un. Oui. Bonjour. Votre nom? Papa Yafa Wemabe. Papa Yawedeo Félix Wemabe. D'accord. Nous vous écoutons, monsieur Félix Yawedeo. Bon. Merci. C'est juste pour attirer l'attention de notre ami. D'accord. Depuis les parents, dans les écoles, tout ça là, comme quelqu'un a semblé le dire tout à l'heure, Amnesty International existait, faisait des actions. Mais je trouve au total qu'il s'agit de trouver une autre façon de combattre, former l'individu au respect du divin qu'il est. Ça veut dire apprendre d'abord les devoirs, que chaque homme connaisse son devoir. Comme ça, il n'y aura pas de demande de droit. J'ai dit non, quel est mon devoir? Qu'est-ce que je dois faire en tant qu'être divin? Voilà mon apport, merci. D'accord, merci beaucoup à vous, monsieur Félix Yawedeo. On revient au plateau pour répondre aux questions. Vous avez noté les questions, comme moi. Je suis bien entendu avec monsieur Dieudonné Dagbeto. Il est directeur exécutif d'Amnesty International Bénin. Première question, c'est de Paul Chaudaton, qui parle des actes posés. Donc, quand on pose un acte, on doit être sanctionné pour. Qu'est-ce que vous lui répondez? Pour M. Chaudaton, Amnesty International ne s'oppose pas à la responsabilité, à ce que les citoyens ou les autorités puissent répondre de leurs actes. D'ailleurs, nous sommes revenus là-dessus. J'ai parlé de responsabilité au cours de l'émission. Donc, nous ne nous opposons pas à cela, mais nous revenons sur le respect du droit pendant l'exercice de ces responsabilités. Ce n'est pas parce que la personne se retrouve derrière les barreaux pour avoir commis quelque chose qu'une fois à l'intérieur de la prison, ces droits ne seront pas respectés en tant qu'être humain. Donc nous sommes attachés à cela. Et nous sommes attachés à l'humanisation des prisons, parce que la prison, ce n'est pas pour tuer, mais c'est pour corriger ou puiser une peine et ressortir beaucoup plus, je dirais, utile à la société. D'accord. Donc je voudrais vraiment préciser cela. Il n'est pas question de ce que, à ce que sous le couvert de la responsabilité, on en vienne à violer les droits des citoyens. D'accord. Donc, vous n'êtes pas en train de défendre une idée qui dit qu'il ne faut pas sanctionner les gens. Chacun doit être responsable devant ses actes. Bien entendu, bien entendu. D'accord. Il a parlé aussi de l'accès difficile aux prisonniers. Je pense qu'ils sont plusieurs à revenir là-dessus. Effectivement. Je me dis, cela témoigne de l'intérêt pour cette question-là. Effectivement, dans les prisons aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à corriger. Et notre rapport sur notre communiqué est long sur la situation en milieu carcéral du 1er août 2024 est revenu là-dessus. Au-delà de la surpopulation carcérale, nous avons les questions d'accès à l'eau potable, les questions d'hygiène, nous avons les questions de santé, d'accès aux médicaments, tout cela qui avait été évoqué dans le rapport, dans le communiqué. D'accord. Mais aujourd'hui, comme l'a dit l'un des intervenants, il ne suffit plus juste de demander à visiter aujourd'hui. Il faut toute une procédure qui est digitalisée avant d'accéder aux prisons. Mais nous demandons pour les personnes qui sont analphabètes et qui ont des parents dans les milieux de détention, comment est-ce qu'ils doivent faire.
certaines discussions ou certaines réponses nous ont dit forcément chacun doit avoir un proche qui est instruit, qui pourra l'aider à faire la demande. Mais il n'est pas dit que dans notre société aujourd'hui, on soit fier de dire qu'on a un parent en prison au point d'aller demander à quelqu'un de nous aider à formuler la demande. Donc tout cela étant dit, il faudrait que on puisse faciliter, je dirais, la procédure pour permettre à des personnes qui sont peut-être au nord, dont les parents sont emprisonnés ou en détention à Porto-Novo, par exemple, oui, et qui n'ont pas de maison à Porto-Novo, leur faciliter l'accès pour que s'ils n'ont pas les moyens, ils doivent quitter Nati Tengu ou Tchoumi pour venir voir quelqu'un à Parakou ou à Porto-Novo, comme l'a dit quelqu'un. S'ils viennent une fois, deux fois, c'est pas évident qu'ils reviennent assez fréquemment, ce qui peut conduire ou empirer la situation morale de cette personne qui est en détention. Donc c'est d'appeler vraiment à ce que tout cela soit pris en compte par les autorités pour remettre l'humain au centre des décisions qui sont prises pour humaniser nos prisons sur l'ensemble du territoire national. D'accord. Il y a Sébastien Yohoso qui dit Amnesty International n'est plus percutant comme avant. Vous avouez? Non, je n'avoue pas cela. Amnesty International aujourd'hui, je pense que le contexte y a joué pour beaucoup. Beaucoup de personnes, comme je l'ai dit tantôt, des journalistes que nous avons invités qui n'ont pas voulu faire comme on aurait attendu d'eux. C'est la même chose aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur de s'afficher à nos côtés, qui viennent sur des activités, mais qui ne voudraient pas qu'on sache qu'ils sont membres d'Amnesty International, qui ne voudraient pas qu'on les étiquette, qui ne voudraient pas prendre des positions. Nous avons des ateliers que nous voudrions organiser, mais parfois, il est difficile d'avoir des panélistes, il est difficile d'avoir des communicants. Je ne sais pas si les auditeurs que j'ai eu aujourd'hui qui sont très intéressés, si je devais organiser une activité que je les invite, ils voudront vraiment contribuer à Visage Découvert et parler, ce serait de gaieté de cœur que nous les recevrons. Mais je pense que c'est de cette discussion, de cette ouverture, de cette possibilité de discuter sans crainte que Amnesty avait tiré sa notoriété dans le temps. Mais aujourd'hui, comme je le disais, il y a un certain nombre de mesures, de lois qui sont prises de façon insidieuse, qui distillent dans l'opinion, qui distillent dans le subconscient de l'individu. Il faut faire attention. Et même pour quelques personnes qui voudraient quand même s'affranchir, il y a des parents qui peuvent vous appeler pour dire est-ce que tu es sûr de ce que tu voudrais faire, il faut penser à nous ici. Donc il y a tout cela mis ensemble qui fait que les gens ne veulent plus vraiment s'afficher. Mais nous continuons de faire le travail, comme je l'ai dit, nous avons continué à faire le travail et il est revenu sur les pétitions qui sont envoyées aux autorités. Nous avons continué. Aujourd'hui, seulement que nous avons changé d'approche, nous digitalisons les pétitions. Donc aujourd'hui, avec un téléphone, quelqu'un peut rester chez lui et signer une de nos pétitions qui sera envoyée aux autorités. Donc nous faisons toujours le même travail qu'il connaît en 1980, que ce soit les productions de rapports, que ce soit les communiqués, que ce soit les activités d'éducation aux droits humains, que ce soit les pétitions aux autorités et même d'autres actions qui ne sont forcément pas connues du grand public. D'accord. Est-ce que vous associez les leaders d'opinion à vos actions au niveau de Amnesty International? Parce qu'il a parlé de la contribution que pourraient donc apporter les leaders d'opinion. Je pense que c'est une cible que j'ai notée et au niveau de notre programme d'éducation aux droits humains, nous allons étudier ou analyser cette faisabilité-là et voir comment nous rapprocher d'eux pour qu'ils puissent contribuer. Et il a bien entendu parlé de lanceurs d'alerte. Amnesty International a eu à travailler avec des lanceurs d'alerte, seulement que beaucoup craignent aujourd'hui, sous le couvert de la loi sur le numérique, de se retrouver en prison, donc porte assez de gants. Parce qu'il a bien précisé, et ce qui est juste, le lanceur d'alerte, c'est juste quelqu'un qui donne une information, il revient aux autorités, aux détenteurs d'autorité, de vérifier cette information-là. Mais lorsque déjà, on vous dit que vous avez fourni une fausse information, que pour cela vous devez vous retrouver derrière les barreaux, plus personne n'a envie vraiment d'alerter sur quoi que ce soit. Donc voilà autant de mesures qui font que nous on demande une révision du code sur le numérique, parce que c'est un code qui contribue au développement. Mais en certaines de ces dispositions, cela ne facilite pas la liberté d'expression, cela ne facilite pas le travail aux lanceurs d'alerte, aux web activistes et aux journalistes. Et on voudrait vraiment que cela soit corrigé, parce que ces dispositions n'existaient pas avant. C'est ce qui permettait vraiment à cette catégorie d'influenceurs ou de lanceurs de pouvoir s'exprimer librement et de contribuer de façon précise au développement et à l'amélioration d'un certain nombre de situations. Mais aujourd'hui, on pourrait vraiment rapidement prendre quelqu'un et le faire présenter aux juridictions pour avoir
juste donner une information comme cela. D'accord. Et Sébastien Rosso qui parle des journalistes, parce que les leaders d'opinion tiennent des propos et les journalistes écrivent après contre eux. Il n'est pas d'accord. Chacun dans son couloir, oui ou non? Bien entendu, et je pense qu'il a dit à la fin, chacun dans son couloir et Dieu va nous protéger. D'accord. Il parle des soins dans les prisons. Les médecins personnels qui n'ont plus accès à leurs patients dans les prisons. Ce sont des réalités que vous avez constatées? Oui, ce sont des réalités. On avait demandé comme recommandation à l'issue de notre communiqué que l'État puisse procéder au recrutement de médecins d'État pour s'occuper de la santé des personnes détenues. Parce que quand nous on y était allés, c'était une organisation non gouvernementale de la place qui mettait ces médecins-là à la disposition des personnes détenues. Donc aujourd'hui, il y a eu un recrutement qui a permis quand même de renforcer ce dispositif-là. Et on voudrait vraiment que cela soit amélioré, que on permette également, au-delà du dispositif numérique qui est mis en place, qu'on permette aux organisations de toujours entrer dans les prisons, pas forcément des organisations qui apportent de l'assistance humanitaire, non, mais des ONG qui viennent pour voir est-ce que les questions de droits humains sont respectées. Parce qu'il y a une petite nuance à ce niveau-là. Nous, on ne dit pas qu'il n'y a pas d'ONG dans les prisons, mais nous disons des ONG qui viennent pour observer la situation des droits humains et contribuer aux côtés des autorités à améliorer la situation. Parce que quand vous apportez de la nourriture, c'est vrai que vous contribuez à un pan des droits humains, mais il n'y a pas que la nourriture ou l'eau, il n'y a pas que de cela que les prisonniers ont besoin, il y a d'autres aspects qu'il faudra voir également. Et on voudrait que ces visites-là soient autorisées, soient permises. D'accord. Il y en a Narcisse Rolonou qui dit qu'il est un ancien membre de Amnesty International. Il a parlé des stratégies anciennes qui sont utilisées et donne un exemple. C'est qu'il faut fatiguer les autorités avec des courriers écrits abondamment. Vous continuez à faire ça ou bien vous avez changé? On continue à le faire. Je pense qu'il y a des autorités qui ont reçu des pétitions de notre part sur certains cas critiques. Au Bénin, à l'international, nous continuons de faire cela. On le fait de façon physique, mais aussi de façon digitale, parce que les nouvelles technologies sont mises à profit aujourd'hui pour pouvoir mettre les pétitions en ligne. Donc comme je le disais tantôt, vous pouvez depuis votre téléphone, depuis chez vous, être sensible à un de nos cas et autoriser que votre signature soit utilisée pour pouvoir dire aux autorités qu'il faut améliorer cette situation. Parfois, sur des cas que nous avons au Bénin, on note une réticence des citoyens s'engager parce qu'ils se disent si vous collectez aussi nos données, si nous utilisons nos données pour demander la signature des pétitions, on pourrait revenir nous chercher à la maison, on pourrait nous arrêter. Donc, comme je le disais tantôt, il y a ce climat de peur qui fait que même sensibles aux questions des droits humains, les personnes n'aiment pas s'afficher, n'aiment pas s'engager. Ils se disent intérieurement, c'est bon, ce que vous dites est peut-être vrai, mais nous on ne voudrait pas, on vous encourage et on ne voudrait pas nous mettre à vos côtés pour être vus. Voilà, et c'est dommage. D'accord. Il a parlé de la CBDH, la Commission béninoise des droits de l'homme. Est-ce que vos actions, est-ce qu'il y a une ressemblance ou bien est-ce que vous travaillez ensemble? Éclairez-nous. Oui, est-ce que vous portez la même cause? Nous portons les mêmes causes. Et la Commission béninoise des droits de l'homme, c'est une institution mise en place par l'État qui matérialise, je dirais, son intérêt pour les questions de droits de l'homme. Donc, nous, on souhaite, au-delà du travail que nous faisons avec la Commission béninoise des droits de l'homme, qu'elle soit renforcée, qu'elle ait davantage de moyens pour aller sur le terrain. Par exemple, dans le cas des élections passées, la Commission a mis en place une salle de situation électorale pour observer un peu l'accès des citoyens au lieu de vote et tout ce qu'il y a autour du droit du citoyen au vote. Donc au-delà de ces questions, on voudrait vraiment que la commission soit renforcée, soit dotée d'assez de moyens pour pouvoir faire le travail et surtout qu'elle ait la liberté de produire ses rapports et de dire ce qui ne va pas. Il ne faudrait pas que les citoyens voient que comme c'est une institution de l'État, financée par l'État, qu'elle ne sera pas indépendante. Il faudrait que les pouvoirs publics permettent cette indépendance de la commission. Ça contribuera effectivement au progrès des droits humains dans le pays. Nous travaillons avec la commission sur divers sujets. Nous faisons également des référencements sur certains cas lorsque, en tant qu'organisation non gouvernementale, nous sommes butés ou bloqués sur certains processus. On réfère à la commission pour demander leur appui afin que la situation puisse avancer. D'accord. Il y a Midi Koumayon, droits humains bafoués, il y a des contraintes, atrocités. Où se trouvent les juges administratifs? Voilà, donc une préoccupation. Quelle réponse vous lui donnez?
Je le remercie juste et je dirais que c'est un commentaire qui confirme tout ce que nous avons dit aujourd'hui. Les droits humains sont bafoués et parfois les personnes qui investissent de l'autorité de non protégés se retrouvent encore en porte-à-faux avec les judiciaires. Connaître la loi et tomber sous le coup de la loi. Voilà. Donc c'est des situations préoccupantes qui nous écueillent également et qui, je dirais, fragilisent le citoyen, qui fragilisent les personnes vulnérables. Et on voudrait vraiment appeler à ce que lorsqu'on s'engage pour de pareilles fonctions, on puisse se dire que c'est un sacerdoce, comme l'a dit, je pense, le dernier appelant. C'est un travail divin qu'on fait pour pouvoir aider les personnes vulnérables qui n'ont pas de force, qui comptent sur nous pour que leurs droits soient respectés. C'est un sacerdoce, c'est un devoir, c'est un engagement qui n'est pas forcément lié à un salaire ou à une rétribution pécuniaire. D'accord. Et bien entendu, il y a Félix Yawedewu qui a parlé de Amnesty International. Lui aussi découvre que vous êtes moins engagé. Et il insiste, mieux former l'individu dans la prise de connaissance même de ses devoirs. Oui. Et je pense qu'il a précisé en disant devoir en tant qu'être divin. C'est-à-dire si chaque personne fait son devoir, il contribue forcément au respect du droit d'une autre personne. C'est ça. Donc c'est lié. Peut-être que en parlant de droit, beaucoup de personnes nous voient comme des personnes ou des organisations qui oublient le devoir, non. Mais lorsque chaque personne fait son devoir, il contribue au respect du droit d'une autre personne. D'accord. J'ai un message envoyé donc par WhatsApp. C'est de Hugues Akovi. Et il dit et que lui, il pense, d'abord, il nous remercie pour l'émission. Il dit qu'il pense que l'État doit accompagner les leaders d'opinion pour, bien entendu, parce que ces leaders d'opinion prennent assez de risques. Vous dites quoi? Oui, je confirme. Et comme je le disais tantôt, l'État n'est pas forcément partout. Les leaders d'opinion, les lanceurs d'alerte sont des personnes qui permettent d'attirer l'attention de l'autorité, des pouvoirs publics sur quelque chose qui ne va pas. Ce sont des personnes qui donnent des informations utiles, sensibles, qui revient à l'État de vérifier, de confirmer ou non. Mais le fait de voir que cette information ne s'est pas avérée ne devrait pas conduire cette personne derrière les barreaux, plutôt l'encourager pour améliorer ses techniques d'investigation afin de fournir des informations plus utiles. Donc pour nous, c'est un travail à saluer et nous soutenons cela. D'accord. Il demande, est-ce que vous ne pouvez pas aider les leaders d'opinion à avoir des lignes vertes sur les médias? Parce que c'est de l'argent que ces leaders d'opinion utilisent bien entendu pour appeler ces radios et autres. Est-ce qu'on ne peut pas travailler sur ce volet-là par exemple? Oui, je pense que dans les systèmes ou dans les façons de résilience, lorsque les organisations se retrouvent butées d'une façon ou d'une autre, il y a de nouvelles techniques qui sont développées. Donc moi je note cela comme une bonne approche que nous allons pouvoir approfondir avec mes collègues au bureau. Comme je le disais tantôt, voir qu'est-ce qu'il faut mettre en place avec les leaders d'opinion. Et certainement dans les discussions, les échanges, on pourrait avoir à approfondir ces propositions qui ont été faites. D'accord. Et pourquoi pas travailler avec la mairie de Cotonou pour que ces leaders d'opinion, vous êtes mieux outillés en termes de conduite de ces projets-là, de ces petits projets qui arrivent quand même à avoir d'impact sur la communauté. Donc travailler peut-être à mettre une ligne verte à disposition des auditeurs de Radio Cotonou, ça peut être quand même une œuvre utile. Et pourquoi pas aller aussi vers les partenaires de la téléphonie mobile et autres qui, dans notre pays, peuvent agir également sur ce projet. L'essentiel pour nous, c'est que les leaders d'opinion doivent continuer à opiner et à intervenir sur les médias. Donc, ils parlent aussi de comment protéger donc ces leaders d'opinion. Oui, déjà sur la proposition, je pense que nous avions entamé quelques interactions avec la FERCAM, la Fédération des radios communautaires, pour voir quelles sont les activités que nous pourrions faire au niveau communautaire et faciliter la conversation avec la population. Donc, je note tout cela sous ce même registre et je pense que nous allons pouvoir approfondir. Et par rapport à la protection, il y a une loi sur les défenseurs des droits humains que le Bénin n'a jamais su, laquelle le Bénin n'a pas encore avancé. Et cette loi a été proposée par plusieurs organisations de la société civile. Et dedans, il est prévu effectivement la protection de toutes les personnes qui alertent sur les violations des droits humains. Je vais donner un exemple. Allez-y. Il y a eu, je crois, 1 ou 2 années en arrière,
un citoyen qui a été témoin d'un fait de bavure policière à Nati-Tengo, qui a filmé par son téléphone. D'accord. C'était une preuve qu'il devrait utiliser pour montrer qu'effectivement l'agent de police en uniforme s'est attaqué physiquement à l'agent. Mais il s'est fait que son téléphone a été arraché, et si les organisations de la société civile ne s'étaient pas mobilisées, il devait se retrouver derrière les barreaux. Donc pour nous, il était dans une posture de lanceur d'alerte ou de leader d'opinion ou de défenseur des droits humains tout court. D'accord. Il faudrait qu'on trouve les moyens de pouvoir protéger ces personnes qui viennent individuellement au risque de leur vie, prendre des faits pour pouvoir sauver d'autres personnes. D'accord. Alors, les perspectives au niveau de Amnesty International, nous tendons tout doucement vers la fin de cette émission. Oui, avant d'aborder les perspectives, je voudrais dire, par exemple, si on prend quelqu'un qui est formé à la Croix-Rouge, qui doit sauver un blessé, est-ce qu'on l'emprisonne juste parce qu'il a sauvé un blessé? Non. Donc, tout citoyen qui est attaché aux valeurs des droits humains, qui est sensible à cela, qui retrouve un autre citoyen dans un cas, il devrait pouvoir demander à ce qu'on le sauve ou porter cette information-là à la connaissance des pouvoirs publics sans craindre d'être inquiété par la suite. Donc, voilà ce que je voulais dire avant d'aborder votre première question. Pour les perspectives, nous avons, comme je l'ai dit tantôt, proposé ou formulé quelques recommandations en 5 points dans un manifeste que nous portons à la connaissance des autorités. Nous avons fait le tour des partis politiques, nous avons fait le tour de certains partis politiques parce que tous ne nous ont pas encore reçus. Nous avons fait le tour de quelques institutions et nous attendons que les prochaines autorités politiques s'installent, dont le prochain gouvernement, le prochain exécutif, pour repartir les voir aussi et aborder ces préoccupations. Pour ne serait-ce que amorcer la discussion dans le fond avec les partis politiques, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes aspirent à nous gouverner, mais ne savons vraiment pas la connaissance que ces personnes ont des droits humains, quelle est leur connaissance des valeurs qui fondent les droits humains, des principes qui fondent les droits humains. Il faudrait qu'on arrive sur un chantier où on puisse faire la discussion avant même qu'elle n'accède aux fonctions pour savoir la sensibilité et prendre désormais des actes qui nous protègent nous tous. Donc nous avons ces chantiers-là que nous mûrissons et on espère pouvoir les développer les jours et les semaines à venir. Mais bien entendu, comme je l'ai dit, pour préparer un avenir où les droits humains sont respectés, il ne faut pas oublier les enfants. Donc nous avons à continuer nos programmes d'éducation aux droits humains avec les plus jeunes. À travers nos petites astuces, nous faisons de la pédagogie avec des images, avec des discussions, avec des causeries, avec du théâtre, pour ne pas dire de l'art tout court, pour disséquer ces préoccupations de droits humains que nous avons, afin que les enfants puissent être déjà sensibles à ces questions dès le bas âge. D'accord. Votre mot de fin? Un mot de fin, je dirais que les droits humains nous protègent et que nous devons également les protéger. D'accord. Merci beaucoup à vous, Monsieur Dieudonné Dagueto. Vous êtes directeur exécutif d'Amnesty International Bénin. Vous avez donc accepté de partager ce plateau avec nous pour parler donc des enjeux liés, bien entendu, à la protection des droits humains, que ce soit au Bénin ou à l'international. À nouveau, merci pour votre passage sur l'émission Franc-Parler. Fidèles auditrices et auditeurs de Radio Cotonou, merci à vous aussi pour l'écoute et la participation à cette émission. Était à la mise en onde, Ghislain Agbangba à la prise de vue, Job Chipé à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Bonne suite de programme à chacun et à tous et merci. Population de Cotonou, elle est là. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3. Radio Cotonou, la voix des Cotonois.